André Cicolella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chimiste, toxicologue, conseiller scientifique à l'INERIS et porte-parole du réseau Environnement Santé. Et avec vous, nous allons parler du bisphénol A. Il se trouve que le 27 septembre, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a publié 2 rapports prônant une réduction de l'exposition au bisphénol A. Dans le même temps, le sujet est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on est à un tournant dans l'histoire de cette molécule ? Oui, on est vraiment à un tournant non seulement par rapport à cette molécule, mais par rapport à la prise en charge de la question des perturbateurs endocriniens. L'ANSES est de fait la première agence au niveau mondial à prendre le référentiel qui permet d'analyser la littérature scientifique concernant ces perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire de prendre en considération les effets aux faibles doses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces perturbateurs endocriniens, contrairement à l'idée qui pourrait sembler évidente, ont des effets plus forts à faible dose qu'à forte dose. Et jusqu'à présent, c'était nié par l'ANSES elle-même d'ailleurs, et c'était nié par d'autres. C'est encore nié par l'Agence européenne, et c'est nié y compris aux États-Unis. Rappelons peut-être ce qu'est le bisphénol A. Ça a failli devenir un médicament, une hormone de synthèse, et puis l'industrie pharmaceutique a préféré prendre le distilbène, ce qui n'était pas une très bonne idée non plus. Mais c'est intéressant parce qu'on sait depuis les années 30 que cette substance est une hormone de synthèse. Donc elle n'a pas fait une carrière de médicament, mais elle a fait une carrière de matière plastique, en servant de monomère à la fabrication du polycarbonate, et puis après à la fabrication des résines polyépoxy qui servent de revêtement à l'intérieur des boîtes de conserve, et c'est la source principale de contamination de l'homme, et donc la source principale de contamination des fœtus. On le retrouve dans quoi? Donc dans des boîtes de conserve, mais aussi autre chose? C'est la principale source. Alors on va les trouver effectivement dans les sources de contamination dans le petit électroménager par exemple, dans le matériel médical. Mais la grande utilisation, c'est par exemple les pare-chocs de voitures, les portes de frigo, les casques de moto. Alors là, la contamination humaine n'existe pas. Donc dans ce type d'utilisation, il n'y a pas de remise en cause. Le vrai problème, c'est la contamination, principalement de l'alimentation, la contamination via les poussières domestiques, puisqu'évidemment on va retrouver ça dans les poussières domestiques, qui se traduit par une contamination de l'homme. En quoi ce produit était-il intéressant pour ce type d'utilisation? On a découvert au début des années 50 que le bisphénol pouvait être le monomère d'un polymère qui est le polycarbonate. On a découvert dans les années 70 qu'il pouvait aussi être le monomère dans la fabrication des résines polyépoxy, d'où l'utilisation massive de ce procédé qui est le revêtement intérieur des boîtes de conserve, qui est la source principale de contamination de la population. Mais à l'époque, on ne s'est pas inquiété du risque potentiel de cette molécule? Non, alors évidemment, aujourd'hui, on se dit, mais c'est invraisemblable. Utiliser une hormone de synthèse pour faire un produit qui va être en contact avec l'alimentation, ça n'est pas une bonne idée, objectivement. Mais à l'époque, on pouvait faire développer ce genre de procédé sans aucun problème. À partir de quand est-ce qu'on s'est inquiété du bisphénol A? On a des données scientifiques à partir des années 90, et puis là, on a une émergence au cours des dernières années. On est à plus de 500 études publiées sur cette molécule, et à 95%, les études disent la même chose, c'est-à-dire qu'on a un impact sanitaire vraiment très large. On peut détailler peut-être un petit peu ces risques? Alors l'impact sanitaire, ce qu'il faut bien comprendre, comme pour l'ensemble des perturbateurs endocriniens, est acquis après une exposition pendant la gestation. C'est-à-dire que l'exposition du fœtus va avoir des impacts sur la santé de l'enfant, du futur adulte, et même sur plusieurs générations. Les impacts qui sont observés sont les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate principalement, les impacts du type diabète et obésité, les impacts du type troubles de la reproduction, notamment l'abaissement de l'âge de la puberté par exemple, et puis des impacts du type troubles du comportement, donc hyperactivité notamment. Tout ça est observé sur toutes les espèces animales qui ont fait l'objet d'expérimentations, donc souris, rats bien sûr, mais y compris sur le singe. Et même sur l'agneau, on a des expérimentations même sur les animaux domestiques, donc on a une convergence parfaite qui fait qu'on l'observe aussi maintenant chez l'homme. On sait assez précisément maintenant l'impact de l'exposition du fœtus à cette substance. Pourtant, selon l'OMS ou au niveau européen, on est beaucoup plus rassurant. Oui, alors ça peut sembler effectivement difficile à comprendre. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, les instances internationales restent figées sur les concepts des années 70,
et sur des protocoles, un protocole notamment qui s'appelle le protocole des bonnes pratiques de laboratoire. Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est justement pas une de bonnes pratiques de laboratoire, puisque le protocole repose sur la recherche des effets des fortes doses. Donc il fait l'impasse sur les faibles doses, et c'est justement là où les choses se passent. Donc tout le monde, enfin, ceux qui préconisent ce référentiel le savent parfaitement, mais ça a permis effectivement de donner l'illusion d'une scientificité à la décision, alors qu'en fait ça ne repose pas sur une base scientifique solide. Et c'est cette prise de conscience qui a été faite en France par l'ANSES. Oui, alors ça n'est pas venu non plus comme ça spontanément, c'est parce que nous avons décidé en tant que réseau de dire nous allons informer l'opinion et les responsables politiques du fait que nous savons aujourd'hui les dangers liés à cette substance. Personnellement, j'ai envoyé tous les 3 mois une lettre au ministre de la Santé, au ministre de l'Écologie et à la direction de l'ANSES, de dire voilà les données scientifiques, en faisant la veille scientifique à partir de la base Medline. Et aujourd'hui, cette veille scientifique démarrée en mars 2009, vous voyez, on en est la dernière veille, c'est juin 2011. Donc en 2 ans, il y a 158 études qui sont parues. Donc on n'est pas sans savoir l'impact de cette molécule. Et tout ça a joué effectivement dans la prise de conscience qu'on ne pouvait plus continuer de faire semblant de croire que cette molécule n'agissait qu'aux fortes doses, enfin n'agissait pas aux fortes doses alors qu'elle agit en fait aux très faibles doses. Est-ce qu'on s'oriente vers une interdiction du bisphénol A? Non, pas d'interdiction en fait. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'interdire les casques de moto en polycarbonate, ça serait, ou les pare-chocs de voiture, mais sauf exception, personne ne lèche son pare-choc de voiture tous les jours au point de se contaminer. Je veux dire, donc ça n'aurait aucun sens. Par contre, effectivement, il faut identifier les sources qui contaminent la population et faire en sorte que on ait une décontamination totale. Parce qu'un aspect important à prendre en considération, qui est démontré par des études récentes, le bisphénol diminue l'efficacité des traitements de chimiothérapie en cas de cancer du sein ou en cas de cancer de la prostate. Vous voyez, il y a une perte de chance lorsqu'on est atteint d'un cancer de ce type, parce qu'on est imprégné en bisphénol. Alors ce n'est pas le seul perturbateur endocrinien qui va jouer, les parabènes notamment vont jouer aussi, mais on devrait aujourd'hui recommander en préparation d'un traitement de chimiothérapie, une décontamination, une détoxification des malades du cancer. Est-ce que les industriels sont prêts à changer cette molécule qu'on trouve Oui, nous avons regardé effectivement ce qui existait. Eh bien, on trouve effectivement une société américaine qui s'appelle Eden Foods, par exemple, qui depuis avril 1999 a changé le revêtement intérieur des boîtes de conserve. Donc les procédés existent, il faut simplement les développer. Bon, c'est tout un travail de mise en œuvre. C'est un domaine d'ailleurs qui est parfaitement étudié, et donc on sait faire des polymères sans utiliser du bisphénol, bien sûr. Et en attendant, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour se prémunir contre Alors la précaution le bisphénol A? est vraiment, c'est un message à faire passer en priorité en direction des femmes enceintes. Il faut arrêter de consommer des boîtes de conserve et des canettes de boissons, parce que ce sont les deux. C'est la principale source de contamination. Et comme on est effectivement dans le cas d'une action pendant la gestation, c'est la journée près, malheureusement. Et ce qui est acquis est acquis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Même si l'enfant ou le futur adulte n'est pas exposé, eh bien, ce qui a été acquis pendant la gestation va continuer effectivement d'agir. C'est effectivement une urgence de santé publique. André Cicolella, merci. Merci.